Il est 17h passé de 19 minutes sur Radio Gazelle Marseille. Émission de justice. En direct sur Radio Gazelle Marseille avec, comme tous les mercredis, Maître Matéli et Richard la régie. Je vous laisse votre numéro de téléphone pour votre question-réponse, bien sûr, 0491 62 72 69 et 0491 62 72 69. Cette émission, vous pouvez l'écouter aussi à travers le net, bien sûr, sur le www.radiogazelle.net et www.radiogazelle.net. Maître Laila, bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, sous la pluie, mais ça va. Oui, il pleut, mais ça fait du bien. Allez. Ça commence à tourner. Ça commence bien. Alors, donc, je vous laisse répondre Richard, je vais prendre l'antenne. Bonjour à nos auditeurs, donc une nouvelle fois sur les ondes de Radio Gazelle. Comme vous le savez, c'est notre rencontre hebdomadaire de 17h à 19h chaque semaine, évidemment, en fonction du temps dont je dispose pour préparer les sujets. Je vous présente un sujet que je traite lors de l'émission et en fonction de ce sujet, nos auditeurs, évidemment, nous contactent et nous posent des questions. Sauf que cette semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, hélas, je n'ai pas eu le temps de préparer tout un sujet, donc on va essayer de laisser l'accès libre à l'antenne, aux auditeurs, pour qu'ils puissent nous poser des questions. Et donc, je répondrai en direct à vos questions. Je répondrai également à des questions qui m'ont été posées par mail. Et j'espère de cette façon-là, évidemment, répondre à toutes les questions et à tous les soucis de nos auditeurs, puisque c'est le but de Radio Gazelle, d'être ici dans l'intérêt général, d'intervenir dans l'intérêt général, d'être au service de tous et apporter à tous le plus de satisfaction possible. Je vous rappelle toutefois que vous avez la possibilité pour des conseils juridiques, bien sûr, de vous adresser à des points de droit. Vous avez des lieux où effectivement vous avez des juristes à votre disposition, des avocats, des notaires, des huissiers. Et pour vous procurer cette liste, il suffit tout simplement de vous adresser à la mairie de votre lieu de résidence et la mairie vous donnera les adresses et des points d'accès au droit. Pour ce qui concerne Marseille, comme je vous l'ai dit, vous le savez, nous avons la maison de l'avocat qui se trouve à la rue Montgrand et à la rue Grignan, c'est-à-dire que du côté de la rue Grignan, vous allez prendre un ticket pour aller faire le tour et vous allez rentrer du côté de la rue Montgrand. Et là, vous avez tous les jours, tous les matins, un avocat à votre disposition qui recevra vos questions et répondra à vos questions. Bien entendu, ces consultations juridiques, bien sûr, sont assez brèves, donc elles durent d'environ 5 à 10 minutes, donc soyez assez bref pour ces questions lorsque vous rencontrerez l'avocat de permanence pour ces consultations juridiques. Je vous rappelle tout simplement pour ce qui concerne Marseille, pour ce qui concerne plus précisément la maison de l'avocat, je crois que seulement 15 personnes peuvent accéder au conseil tous les jours, c'est-à-dire soyez parmi les 15 premiers pour pouvoir bénéficier des service des conseils d'un avocat. Je vous rappelle également que le mercredi après-midi, vous avez aussi des consultations pour les enfants, c'est-à-dire que vous avez un avocat donc, qui est spécialisé dans les droits de l'enfant et qui est là donc pour vous recevoir pour recevoir votre enfant et l'écouter, lui donner des conseils par rapport à une procédure qui le concerne, le plus souvent en matière de droits parentaux relatifs à l'enfant. Donc voilà, vous avez toutes les informations relatives au conseil juridique. Je vous l'ai dit aussi, il y a des associations
associations un peu de partout aussi qui fournissent des types de conseils juridiques, parfois spécialisés, par exemple en matière de droit des étrangers. Cela dit, vous pouvez parfaitement aussi vous poser des questions à des juristes via Internet. Vous verrez qu'il y a des tarifs et donc ils peuvent parfaitement vous répondre. Restons toujours dans le cadre des consultations juridiques et je reviens pour terminer avec ce que je disais la semaine dernière, c'est que lorsque vous vous adressez à un avocat dans son cabinet pour lui poser une question, sachez que ce sont des consultations payante. Alors, il peut arriver que l'avocat, en fonction de la personne qui est en face de lui, évidemment, ne fait pas payer la consultation. Mais il faut que chacun se dise que lorsque je me déplace dans un cabinet d'avocat, c'est pour une consultation payante. Et lorsque je vais uniquement pour une consultation, c'est que je ne laisse pas mon dossier. Ça veut dire, je vais voir l'avocat, je lui pose une ou deux, voire trois questions, l'avocat me répond, je ne laisse pas de dossier. Évidemment, c'est clôturé, ça s'arrête là. Je veux dire par là qu'en rentrant chez soi, on décide d'appeler l'avocat pour lui demander plus d'informations. L'avocat est libre ou pas de vous répondre. Parce que d'une part, il est soumis à la confidentialité, parce que aussi les honoraires ont été fixés et ont été payés dans son cabinet. Il ne peut pas rester continuellement, éternellement à la disposition du client pour lui répondre. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, il suffit tout simplement de vous adresser à un des lieux d'accès au droit et là vous aurez des réponses supplémentaires. Sinon, tout simplement redemandez, prenez à nouveau un conseil auprès de l'avocat que vous avez consulté la première fois et là vous allez repayer une nouvelle consultation et il vous donnera des réponses évidemment appropriées en fonction de votre situation. Je veux dire par là, je le répète encore une fois, et jamais assez, c'est que vous consultez un avocat, il n'y a pas de dossier chez l'avocat, ça se termine là. Donc ce n'est pas votre avocat. Là, il ne peut exister de relation ou on peut parler de clientèle d'avocat qu'à partir du moment où vous confiez un dossier à un avocat et que celui-ci a eu la charge, le mandat de la part de son client pour le traiter. Sinon, une consultation juridique se termine à la consultation juridique. Après, c'est au bon vouloir de l'avocat, s'il a envie, parce que vous êtes sympathique, comme je le disais la semaine dernière, parce que vous êtes sympathique, parce que vous êtes respectueux, il a envie de vous répondre ou pas, en dehors de cette consultation juridique. Cependant, il n'a aucune obligation d'imposer à l'avocat de continuer à donner de plus en plus d'informations après la consultation juridique. Voilà, j'ai apporté ma petite précision. Évidemment que je n'ai pas pu terminer la semaine dernière, concernant une personne qui m'avait interpellé donc en direct à la radio. Je dis tout simplement, la personne va consulter un avocat, ça s'arrête là, puisqu'il n'y a pas de relation de client-avocat, tout simplement. Alors, pour venir à autre chose, je voudrais je ne vais pas parler de politique, contrairement à ce qui a été soutenu, mais je vais tout simplement apporter quelques informations relatives un petit peu aux élections tunisiennes. Je ne parle pas de politique, donc il ne faut pas confondre les choses et appeler la radio en disant qu'on fait de la politique. On ne fait pas de la politique. Donc, on essaye tout simplement d'apporter un éclaircissement à des situations, à des questions qui nous sont posées à l'extérieur par des personnes qui nous interpellent et ici à travers la radio, donc on leur apporte ces informations. Vous le savez qu'à l'heure actuelle, il y a des élections qui vont se dérouler bientôt au niveau de la France, concernant la Tunisie, également en Tunisie. Et donc, j'avais dit personnellement, j'avais informé certaines personnes que je répondrais à certains dysfonctionnements. Alors, je reporte, je crois qu'on a un appel. Oui, on va prendre une première appel. Allô? Oui. On vous écoute. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour maître. Donc voilà, je vous ai appelé la dernière fois au sujet de la CAF. Je vous ai dit qu'on m'avait accordé la hache de décembre 2012. Et puis après, on m'a dit, on vous donne la recette, vous n'avez pas droit à la hache. Et puis après, on est là, on m'a envoyé un papier en me disant on va vous payer. Moi, normalement, j'ai le droit du mois de décembre 2012.
Et là, on m'a accordé le mois de juillet 2013 et la moitié, c'est-à-dire 256 euros. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Pardon, j'ai pas entendu, madame. Je vous ai dit, on m'a accordé, normalement j'ai le droit depuis décembre 2012. Et là, on m'a accordé que depuis juillet 2013. Et juste la moitié de la restante, 256 euros. Alors, c'est quoi qui vous ont payé? C'est l'AAH ou le RSA? Non, c'est le RSA. C'est le RSA. D'accord. Et pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont pris en compte une partie de l'AAH alors? Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez fait ce que je vous ai demandé? C'est-à-dire Pardon? Justement, je n'ai pas écrit, c'est tout qui m'envoie. Alors justement, vous écrivez cette fois-ci en apportant les informations nouvelles, c'est-à-dire que vous demandez la raison pour laquelle on vous a payé qu'à moitié, d'accord? Et vous interpellez toujours l'AAH, d'accord? Par recommandé avec, comme je vous ai dit, une copie pour information au Conseil général. D'accord. D'accord. De toute façon, il va falloir se battre un peu jusqu'au bout et il faudrait que la caisse d'allocation familiale vous donne les raisons pour lesquelles elle vous a donné le RSA que pour la moitié du montant qui vous est normalement dû. Est-ce que vous avez travaillé ou pas? Non, vous avez travaillé. Alors, il se peut aussi qu'il y ait des erreurs parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, vous écrivez à la caisse d'allocation familiale et donc vous précisez tout simplement votre situation. Toujours en recommandé pour faire partir les délais pour que vous puissiez saisir la commission, d'accord, et là vous demandez donc des précisions, vous dites voilà, vous m'avez payé que depuis 2013, alors que c'est normalement depuis 2012 que vous devez me payer, et donc je vous demande des explications et vous attendez leur réponse. Et en plus, c'est la moitié de le restant. Et en plus, donc il faudrait qu'ils vous expliquent les raisons pour lesquelles ils vous payent que la moitié. D'accord. Avec une copie pour information pour le Conseil général, puisque comme vous le savez, donc le RSA est attribué par le Conseil général via la caisse d'allocation familiale. D'accord, maître. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Bonne journée, madame. Au revoir. Oui, au revoir. Donc, je continue par rapport à ce que je disais. Nous sommes donc en pré-période électorale et j'avais dit que je répondrais à certains dysfonctionnements que j'ai pu percevoir par rapport à ces élections. Donc, je me réserve le droit, évidemment, durant la campagne électorale qui débutera le 4 octobre, évidemment, de répondre de mettre en avant, évidemment, tous ces dysfonctionnements. Voilà. Maintenant, pour répondre sur le plan juridique à certains Tunisiens qui m'ont interpellé par rapport à des procédures vis-à-vis de ce qui s'est passé, je vous invite tout simplement, en matière de recours, d'adresser votre recours en recommandé AR, évidemment, au tribunal d'instance de Tunis, ou bien, enfin, moi je vous conseille cette méthode-là, ou bien via l'IRI qui se trouve ici. Voilà, tout simplement pour ceux qui ne sont pas contents, pour diverses raisons, pour des comportements qu'ils ont pu concevoir. J'attire votre attention de bien motiver votre recours. Hein. J'ai pu voir des recours qui ont été effectués, mais un recours, ça se motive. C'est-à-dire vous allez indiquer les raisons pour lesquelles vous saisissez le tribunal d'instance, pardon. Donc, vous précisez bien votre identité, votre lieu de résidence, vous précisez bien les motifs de fait. Alors, je ne vais pas vous demander les motifs de droit parce que c'est extrêmement difficile, surtout qu'au niveau de la Tunisie, c'est impossible de connaître les textes juridiques. Donc, précisez bien la motivation. Vous dites que vous contestez les recours par rapport à tel ou tel élément, c'est-à-dire, pardon, que vous évoquez les éléments de fait, les raisons qui vous conduisent à saisir le tribunal administratif, pardon, le tribunal d'instance pour ce qui concerne la Tunisie, et l'identité complète, votre identité complète. Il faut évidemment que le tribunal puisse vous identifier avec les délais de recours, en respectant les délais de recours impartis. Le délai de recours imparti, c'est-à-dire c'est le délai qui vous est réservé, qui vous est donné par la loi, pour effectuer un recours. Voilà. Concernant l'inscription sur les listes électorales, je pense que c'est un peu tardif maintenant pour faire un recours, mais vous pouvez parfaitement, si vous voulez vérifier, si vous êtes inscrit ou pas sur les listes électorales, je vous invite à aller à vous rendre sur le site de l'ISI, et là vous allez communiquer votre numéro de passeport, votre pièce d'identité, et donc vous allez vérifier si vous êtes inscrit ou pas sur la liste
liste électorale. Donc voilà. Et évidemment, et de sortir, si possible, une copie, un justificatif de cette inscription pour pouvoir voter les dates, donc 23, 24, 25 octobre prochain. Voilà concernant donc les recours, évidemment, les recours concernant ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté en matière d'élection, enfin de déroulement des inscriptions au niveau des listes électorales, mais je crois qu'on va être interrompu par un appel, Richard. Oui, par un appel. Alors Oui. on vous écoute, monsieur. Oui, je voudrais, comment on appelle ça, adresse. Il vient me donner son numéro de téléphone. Monsieur, je vous invite, je vous renvoie vers Richard, il va vous communiquer le numéro de téléphone, donc on ne donne pas ni le numéro de téléphone ni l'adresse à l'antenne, monsieur. Je vous remercie de votre appel. Excusez-moi alors, Voilà, hein, d'accord. Est-ce que le numéro de téléphone de son cabinet, Vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous écoute. Voilà, je vous renvoie. Alors, juste un petit instant, parce que Richard est occupé. Il va vous reprendre, il va vous communiquer le numéro de téléphone et l'adresse. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. À bientôt. Au revoir. Donc, je vais passer à une autre information qu'on m'a demandé et qui commence un petit peu à gêner tout le monde. C'est évidemment le PAX. Le PAX, donc, vous savez ce que c'est, évidemment. C'est deux personnes qui décident de s'unir, alors non pas par les liens sacrés du mariage, ni par le concubinage, mais tout simplement par un acte officiel, qui est un acte qu'on va établir auprès du greffe du tribunal d'instance, sur lequel évidemment, alors le PAX, il faut dire que ça reste flou. Il a été un petit peu étendu, précisé par la pratique, mais en général, le PAX, au début, avait été précis, en tout cas mis en application, et avait été destiné à toutes les personnes, évidemment, quelle que soit leur relation. Donc, on avait même mis en place donc, le PAX pour des frères et des sœurs pour pouvoir organiser leur vie commune, non pas en tant que couple, bien sûr, mais pour essayer de gérer ensemble certaines difficultés de la vie courante. Et puis du coup, le PAX aujourd'hui concerne plutôt des couples, donc des couples des hommes et des femmes, un couple classique, plutôt que de s'unir par les liens du mariage ou par un concubinage classique. Donc ils décident de passer par le... Excusez-moi, parce que nous sommes interrompus par les appels, donc... J'essaie de retrouver un petit peu donc la ligne conductrice de mon cerveau, donc on le reprend par Richard. Oui, parce que le monsieur a demandé l'adresse, mais c'est pas l'adresse, il y a un problème, mais on va essayer de repasser à l'antenne, le monsieur va expliquer son problème. Vous êtes à l'antenne, monsieur, on vous écoute. Moi, je voudrais avoir son adresse parce que je voudrais la voir. Mais monsieur, écoutez. Monsieur, apparemment, vous avez un problème avec le syndic. Donc, si vous voulez, si je vous renvoie vers Richard, c'est uniquement pour communiquer l'adresse et le numéro de téléphone. Si vous voulez me poser la question, évidemment, en direct, je vous réponds de manière totalement anonyme. Alors, le monsieur, j'ai déjà donné les coordonnées, mais... Je suis désolé, je ne sais pas. Alors, donc, il rappellera sans doute ultérieurement. Donc, le PAX, le PAX s'enregistre auprès, on peut le passer par une déclaration de PAX auprès du tribunal d'instance du lieu de résidence des personnes, donc qui vont être paxées, ou bien auprès d'un notaire, sachant que le notaire lui-même sera chargé, évidemment, d'enregistrer, de faire la déclaration au tribunal
au tribunal d'instance, auprès du greffe et du tribunal d'instance du lieu de résidence des pacsés, des personnes qui sont pacsées. Alors, il y a un certain nombre d'actes à produire pour pouvoir évidemment passer un pax avec une personne. Il y a tout d'abord, comme d'habitude, pour pouvoir vous identifier, il y a l'acte de naissance. L'acte de naissance évidemment récent. Un acte de naissance récent, la carte nationale d'identité, l'attestation, une attestation sur l'honneur qu'il n'y a pas de lien, alors ça fait partie de l'évolution que je vous disais tout à l'heure, l'attestation sur l'honneur et qu'il n'y a pas de lien de parenté, alors que je vous disais qu'à l'origine le PAX a été justement mis en place dans le but d'organiser, de permettre à des personnes d'organiser la gestion courante de leur vie, ça concerner aussi les membres de la famille. La pratique a fait que maintenant, donc, c'est plus centré sur des couples donc, qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas évidemment s'engager par des relations beaucoup plus strictes et peut-être beaucoup plus importantes par rapport aux conséquences. Donc l'acte de naissance, la pièce d'identité, la carte nationale d'identité ou le titre de séjour pour les personnes étrangères, l'attestation sur l'honneur que la personne fixe évidemment sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal d'instance et évidemment la signature de la convention de Pax. Alors la convention de Pax, vous pouvez parfaitement la trouver au niveau d'internet, donc ça peut vous aiguiller un petit peu, vous aider un petit peu à savoir donc ce qu'est un Pax et quelles sont les attentes qu'on attend de vous, quels sont les éléments d'information qu'on attend de vous. Donc le PAX, je vous disais, doit être enregistré auprès du tribunal d'instance, auprès du greffe, du tribunal d'instance ou auprès des notaires, avec la précision que le notaire ne l'enregistre pas chez lui, mais il va se charger de l'enregistrer auprès du greffe et du tribunal d'instance. Évidemment, alors le PAX va prendre effet à partir de la signature des personnes qui s'engagent qui s'engagent par le biais de la convention de PAX. Il faut savoir aussi que le PAX est parfaitement accepté entre étrangers ou entre Français et étrangers, avec toutefois la précision que le PAX ne donne aucun droit à un titre de séjour quel qu'il soit. Donc le fait de se paxer, ça ne donne pas de plein droit, donc de plein droit ça veut dire de manière automatique, un droit à un titre de séjour. Là, pour le titre de séjour, il faut retomber dans les conditions un peu classiques qu'on a déjà vues, c'est-à-dire les conditions de présence en France, les conditions de ressources, la durée de vie commune, généralement appréciée par la préfecture des Bouches-du-Rhône sur une durée de 2 ans désormais, donc c'est ce qu'elle soutient souvent dans ses décisions lorsqu'elle rejette une demande de titre de séjour. Donc ensuite on va vous demander bien sûr autre information, plutôt document qu'on va vous demander, c'est évidemment le certificat, alors ça aussi on le demande en matière de mariage, c'est le certificat de coutume, certificat de coutume qui est procuré, qui vous est délivré par le consulat pour ce qui concerne les étrangers, pour ce qui concerne les Français qui sont à l'étranger, c'est l'ambassade de France, le consulat de France tout simplement. Un certificat de non-pax aussi, de moins de 3 mois, donc là aussi vous pouvez vous procurer donc des modèles au niveau d'internet, donc un certificat de non-pax, c'est comme un peu le certificat de non-mariage par rapport au mariage, etc. Donc il faut que vous apportiez la preuve que vous n'êtes pas paxé, tout simplement, vous n'avez pas le droit de vous paxer avec plusieurs personnes à la fois. Donc le PAX ne donne pas non plus droit à la nationalité, donc le fait d'être paxé avec une personne qui est de nationalité française ne vous donne pas le droit à un titre de séjour et évidemment encore moins à la naturalisation. Donc je crois qu'on a une coupure. On fait une pause publicitaire, on reviendra par la suite. D'ici
17h, passé de 48 minutes, toujours à l'écoute sur Radio Gazelle, Marseille, chez le 98 FM, toujours avec Maître Matéli, qui est avec nous jusqu'à 19h. Je vous rappelle notre numéro de téléphone pour votre question-réponse avec Maître Matéli, 0491 62 72 69, 0491 62 72 69. Oui, alors je vais essayer de répondre donc à quelques questions donc qui m'ont été posées. Alors je vais essayer parce qu'il semblerait aussi que le monsieur qu'on a eu, qu'on ne peut pas avoir au téléphone, apparemment il y a un petit souci de son côté. Donc je vais essayer de donner quelques explications par rapport au syndic. Vous savez que le problème des syndics est de plus en plus flagrant en France et malheureusement il n'y a pratiquement pas grand-chose à faire aujourd'hui. Il n'y a pas une politique claire et surtout une politique de mise en responsabilité des syndics. Ils sont tout le temps protégés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pratiquement, et si jamais vous engagez donc un recours contre un syndic, vous avez tout intérêt à avoir un dossier bien blindé. Et le premier élément à avoir sous ses mains, à mon avis, ce serait avant toute chose, ce serait de se munir de en tout cas d'être accompagné de quelques associations. Alors il y a des associations qui interviennent, et tout dépend du problème qui se pose à vous, mais moi je conseille en matière de tout ce qui est insalubrité, tout ce qui est dégâts, etc., tout ce qui est immeuble non conforme pour l'habitation, etc. Je vous conseille quand même de vous rapprocher de la Fondation l'Abbé Pierre. Alors c'est vrai qu'il y a des associations, vous avez des associations, notamment ici à Marseille, on a une association dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui intervient dans l'intérêt des propriétaires. Mais moi je pense que c'est beaucoup, il faudrait se rapprocher de la Fondation l'Abbé Pierre, qui on sait très bien qu'elle fait du bon travail. C'est une fondation qui est bien connue pour la défense des plus démunis, etc. Et surtout ils ont des partenariats, la Fondation l'Abbé Pierre a des partenariats avec d'autres organismes et peut parfaitement donc diligenter de son côté. Là, il faut voir avec la Fondation l'Abbé Pierre de quelle manière ils interviennent, mais je sais qu'ils peuvent parfaitement diligenter donc des expertises pour les problèmes que vous pouvez rencontrer par rapport à l'habitat insalubre, etc., et qui n'est pas conforme à la sécurité. C'est vrai qu'au niveau des mairies, alors il y a des mairies qui bougent, il y a des mairies qui ne bougent pas. Par exemple, il y a quelques jours, on m'a ramené un arrêté de péril et on m'a ramené les photos. Donc il y a eu une main levée de l'arrêté de péril qui avait été établi par une mairie ici en France. Je crois qu'on a un appel. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. C'est possible de poser une question à Maître Matéli? Oui, vous écoutez. Vous êtes à l'antenne. Un micro là? Oui, bien sûr, oui. Oui, à propos des élections, là, je voulais savoir ce qu'elle en pense par rapport au retour de l'ancien régime tunisien et leur inscription sur des listes, même pour les présidentielles. Oui. Monsieur, bonjour. D'abord, c'est vrai que je ne sais pas si vous m'avez écouté en début d'émission et j'ai dit que lorsque la campagne électorale débutera, donc je ferai moi-même une intervention pour faire état de tous les dysfonctionnements que j'ai pu rencontrer, qu'on a pu me raconter, au niveau de ce qu'on a pu en tout cas constater ici au niveau de Marseille, au niveau donc de certains partis politiques, au niveau de la banque tunisienne. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Je ne vais pas rentrer dans ce débat politique parce que je le réserve pour la semaine prochaine, pour le début de la campagne électorale tunisienne, parce qu'on a beaucoup de choses à dire effectivement, surtout certaines listes électorales, comme je pense que tout le monde le sait que moi-même je me présente à ces élections, hélas. Et donc il y a beaucoup de dysfonctionnements
je me ferai un plaisir, le moment venu, de les faire entendre aux auditeurs. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas la peine d'embêter tout le monde, d'autant plus que malheureusement, nous le savons très bien que depuis le début, pour ces élections tunisiennes, et notamment l'enregistrement sur les élections, sur les listes électorales, il y a eu beaucoup de partis pris par rapport à certains. Il y a eu surtout beaucoup de dysfonctionnements, de faux textes de loi qui nous ont été mis devant, en tout cas, qui nous ont été présentés, mais de manière, on va dire, non officielle. On nous parlait des textes de loi, mais lorsqu'on les a demandés, ils n'existaient pas. Et surtout, le dernier problème qu'on a pu rencontrer, évidemment, pour nous autres listes à qui on fait obstacle, c'est évidemment le comble des combles, c'est la Banque tunisienne, et j'aurai le plaisir de parler de la Banque tunisienne. D'ailleurs, je suis persuadée que le directeur de la Banque tunisienne m'écoute, je suis aussi persuadée que le consul m'écoute, puisque je les avais invités effectivement à m'écouter aujourd'hui, mais j'ai décidé de le reporter, sinon on va déborder sur le côté politique, et je préfère en parler la semaine prochaine, mais je leur promets évidemment une réponse claire, et je laisserai les auditeurs, les Tunisiens évidemment, juger de ce dysfonctionnement qui malheureusement en 2011 on a cru avoir mis fin à tout cela, et qu'aujourd'hui en fait le système perdure, le système de corruption, le système de magouille perdure, et je crois que je m'arrêterai là pour aujourd'hui, monsieur. Merci beaucoup à Radio Gazelle, vraiment je vous encourage à le faire, et justement il faut que tous les Tunisiens et Tunisiennes écoutent justement ces problèmes pour qu'ils puissent être informés. Au niveau de Tunis même, il n'y a aucune information, et c'est la gabegie qui se réinstalle justement. Après, on a cru que c'était une révolution, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout la révolution. On revient à des pratiques justement d'avant de grandes, et c'est dommage. Merci beaucoup, maître. Merci, monsieur. Au revoir. Donc, merci, monsieur. Donc, voilà, je préviens les auditeurs la semaine prochaine, si évidemment on peut mettre un créneau, soit à la radio, soit par une conférence de presse, parce que jusqu'à hier, effectivement, on n'était même pas sûr d'être pris parmi les personnes qui se présentaient. Donc, on va effectivement mettre à plat tous ces dysfonctionnements, c'est-à-dire tous ces dysfonctionnements en 2014, alors même qu'il y a eu des personnes qui sont décédées, qui ont été tuées même qui ont perdu leur vie pour un peu de liberté, et pour que les magouilles du passé ne recommencent pas. Et malheureusement, ici en France même, je dis bien, ça me fait beaucoup mal au cœur pour la Tunisie, pour les Tunisiens, qu'ici même en France, pendant ces jours-ci, pendant pratiquement 2-3 semaines, on a vraiment été confrontés à une situation d'arrière-droit, une situation, une zone de non-droit, etc. On a pu passer, mais ça a été avec beaucoup de difficultés. Mais on mettra tout ça à plat, alors avec des journalistes, avec une conférence de presse, si ça ne se fait pas à la radio. Je vous informe déjà qu'on a une chaîne de télévision nationale tunisienne, une chaîne de télévision tunisienne, qui a accepté effectivement qu'on intervienne et qu'on fasse état de ces dysfonctionnements. Donc je me ferai le plaisir de parler de tout cela la semaine prochaine, lorsque la campagne électorale débutera. Pour l'instant, évidemment, nous allons respecter, contrairement à certains, nous allons donc respecter ce que la loi nous impose pour l'instant, donc pas de campagne électorale. Donc étant donné que nous sommes revendicateurs de droits, eh bien on va respecter ce délai-là, tout simplement. Voilà. Donc, je reprends Richard, je vais continuer donc avec l'histoire des syndics. Je disais donc les syndics sont un très grave problème en France, et aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de lois qui protègent le propriétaire vis-à-vis du syndic. Les syndics font ce qu'ils veulent, surtout ici à Marseille, et j'attire l'attention de toutes les autorités publiques qui nous écoutent, et qu'il faudrait vraiment faire quelque chose, parce que ici, quand on voit l'état des logements à Marseille, quand on voit les taudis dans lesquels vivent certains Marseillais, que ce soit en plein centre-ville, que ce soit dans le 13-14, que ce soit dans le 15e, il y a certainement d'autres endroits évidemment que je n'ai pas pu visiter, c'est quand même des taudis, ce ne sont pas des individus qui vivent dans ces endroits-là, qu'on devrait mettre dans ces endroits-là. C'est vraiment inadmissible. On a des câbles d'électricité qui traînent, on a pratiquement
des immeubles sans lumière. On a des odeurs nauséabondes, notamment au 14e, 13e arrondissement de Marseille, que je connais parfaitement bien, et j'espère que le syndic m'écoute. Donc, on a beau à taper à toutes les portes et ça ne bouge pas. Donc, je vous disais, il faut absolument être accompagné d'associations dès le début, et je pense, évidemment, je ne connais pas toutes les associations, bien sûr, on me pardonnera de ne pas les citer, mais en tout cas, celle à qui j'ai pu m'adresser et que j'ai pu apercevoir qu'il faisait du bon travail, c'est quand même la Fondation l'Abbé Pierre. Il y a certainement d'autres associations, donc c'est à vous de les retrouver. Donc je vous invite à vous rapprocher de la Fondation l'Abbé Pierre et lui expliquer votre situation. C'est vrai que la Fondation l'Abbé Pierre n'a pas non plus les moyens, donc il faut prendre en considération cet élément-là. Mais sachez que la Fondation l'Abbé Pierre intervient en partenariat avec d'autres organismes et peut parfaitement vous diligenter donc des expertises. Alors la seule difficulté qu'on peut rencontrer parfois avec l'association de l'Abbé Pierre, que j'ai pu en tout cas constater, c'est peut-être parfois ils exigent des procédures en cours. Or souvent on n'a pas envie de s'engager dans une procédure, surtout qu'aujourd'hui avec le système, le fait d'engager une procédure, c'est toujours un risque. Hein. On a l'impression que quand vous défendez votre droit, le droit se retourne contre vous. Donc, on se demande parfois si on est vraiment dans un véritable état de droit. Hein, même en France, on parlait de la Tunisie, mais on peut aussi se poser la question vis-à-vis de la France par rapport à certains dossiers, la manière dont ils sont traités. Donc, pour vous défendre, pour être mieux loti par rapport au syndic, je vous invite à écrire en recommandé au syndic. Le combat, effectivement, il est extrêmement difficile. Il faut aussi contacter la caisse d'allocation familiale, attirer l'attention de la caisse d'allocation familiale, attirer l'attention de l'Abbé Pierre, attirer l'attention de la mairie. Sauf j'étais en train de vous dire que j'étais assez surprise il y a 2 jours de voir dans le dossier d'un client que l'arrêté de péril par la mairie a été levé alors que l'appartement était dans une situation catastrophique. Donc là aussi on se pose la question vis-à-vis des pouvoirs publics. Que font les pouvoirs publics quand on se permet comme ça de lever un arrêté de péril alors que l'appartement non seulement il est habité par des personnes âgées, mais aussi il est tel que le fait apparaître le constat d'huissier qui a été fait après le passage de l'arrêté de la main levée de l'arrêté de péril. Donc on se demande ce que font les pouvoirs publics. C'est une politique volontaire évidemment de laisser l'habitat se dégrader, bien qu'à Marseille ici nous avons un service, nous avons des élus qui sont censés évidemment s'occuper de la dégradation, enfin en tout cas de la mise à l'écart, en tout cas de la disparition de l'habitat salubre et qui ne répond pas aux normes de sécurité. On a des élus malheureusement, alors on les voit quand vous allez feuilleter un petit peu les articles de presse, vous allez voir un petit peu les articles sur internet, évidemment vous allez voir ils ont fait des choses, mais on se demande où est-ce que vraiment ils ont fait les choses, parce que quand vous faites appel à eux, moi j'ai appelé plusieurs fois la mairie, chaque fois oui c'est monsieur tel, madame tel qui va intervenir, et jamais on a eu d'intervention, bien au contraire, et c'est toujours, ça concerne toujours les mêmes populations qui sont complètement démunies, ça concerne toujours les étrangers, bien sûr, les endroits où il y a le plus d'étrangers qui y habitent, évidemment. Et à part ça, évidemment, le syndic leur pompe le maximum d'argent. On se retrouve aujourd'hui avec des habitations, malheureusement, il suffit d'aller voir tous les jeudis matins, le tribunal de commerce ici à Marseille, vous verrez donc les ventes aux enchères pour des appartements qu'en général ils valent 110 000, ils sont vendus à 10 000, 15 000, 20 000, c'est inadmissible parce que tout simplement les gens ne veulent plus payer, parce qu'ils ont beau à crier, ils ont beau à se lamenter, et il n'y a personne qui n'agit, donc ils ne veulent plus payer tout simplement, et ils vont abandonner leur logement, ils vont abandonner donc leur habitat, et donc laisser jusqu'à ce que, évidemment, c'est vendu aux enchères par le syndic. Donc là, c'est quelque chose d'assez grave qui se passe évidemment dans un pays comme la France, que de laisser de telles
de telles situations persister, et surtout ici à Marseille, il n'y a personne qui fait rien. Alors chacun, il suffit d'aller voir sur les sites de la mairie, on a le service de la santé, machin, l'ARS, alors je ne sais plus exactement ce que, pardon, ça m'échappe, et du coup l'ARS, tout ce qui est lié, les services liés à la santé, les services qui sont liés à l'hygiène, etc., mais il n'y a personne qui bouge. Il n'y a personne qui bouge parce que tout simplement, eh bien, parce que les populations qui sont victimes de cela sont toujours les mêmes. Ce sont les personnes évidemment d'une certaine origine, elles vivent dans certains secteurs, et évidemment c'est pas grave si on leur pompe leur argent sans aucune contrepartie. Et en plus ces personnes-là s'adressent à la justice et en plus elles vont se retrouver condamnées. Donc il n'y a même plus, le fait, c'est-à-dire on parle de justice équitable, eh bien à un certain moment la justice n'est pas du tout équitable, surtout dans ce domaine-là, quand on voit le petit propriétaire qui a passé toute sa vie à mettre de l'argent de côté pour essayer en tout cas plus tard de subvenir à ses besoins ou pour laisser quelque chose pour ses enfants, eh bien il va se retrouver face à un syndic et malheureusement les conditions d'élection, les conditions relatives à une procédure judiciaire pour mettre le syndic évidemment face à ses responsabilités sont extrêmement difficiles à obtenir parce qu'il y a des quotas à avoir, parce qu'il faut avoir un certain nombre de points de quotas, je sais plus, les mots m'échappent, en tout cas il faut avoir un certain niveau, un certain vote, il faut être un certain nombre de personnes pour pouvoir saisir le syndic, saisir la justice, etc. Et donc évidemment ce sont des organismes qui en toute impunité agissent de la sorte. Il suffit d'aller à Aix-en-Provence, pourtant à côté, Aix-en-Provence, vous avez que ce soit l'Habitel, les offices d'HLM ou que ce soit les organismes, les syndics privés, c'est parfaitement bien géré. Alors qu'à Marseille, ici, il n'y a rien qui est géré. Il y a tout, et en plus, évidemment, on peut se demander si il n'y a pas une protection quelque part. Aix-en-Provence, à côté, c'est magnifique. Même vous allez il y a peut-être quelques exceptions, mais en tout cas, vous allez à Aix-en-Provence, vous allez même dans les cités HLM, c'est agréable à voir, c'est propre. Ici à Marseille, même dans l'habitat privé, là je vous parle évidemment, comme le monsieur qu'on a pu entendre tout à l'heure, il s'agissait quand même d'une personne privée. Donc les propriétaires privés sont complètement démunis de leurs droits, ils ne peuvent pas se défendre parce qu'il y a des lois extrêmement compliquées qui ne leur permettent pas de saisir la justice, etc. Et donc ils se retrouvent complètement démunis. Donc comme ça arrive souvent, je vous disais, les personnes voient la situation se dégrader, ne veulent plus donc payer, et ils arrivent à voir un appartement qui est à l'origine vaut 120 000 euros, il est vendu à 10 000 et 15 000 euros, évidemment par des marchands de sommeil comme on les appelle, pour qu'évidemment ils vont mettre en place ou laisser en place des locataires qui malheureusement sont toujours les mêmes, toujours avec la même origine, et qui évidemment vont profiter de leur situation. Généralement ces personnes-là payent, puisqu'il y a une partie qui est payée par la caisse d'allocation familiale, et donc tout le monde profite de cette misère, et il n'y a personne qui agit. Donc aujourd'hui, il faudrait que les associations, effectivement, qui défendent tout ce monde-là, puissent bouger ensemble. Je crois qu'on a un appel. Oui. Oui. Je suis à l'écoute. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, pour poser j'ai une petite question encore demain. Donc demain, j'ai un procès. Et ça fait 2 ans que ça dure, et donc la dernière fois, ils m'ont mis un avocat commis d'office. Ça concerne quoi, monsieur? J'ai fait un accident sur la route, et donc après, ça a duré presque 19 mois maintenant. Oui. Et ils m'ont confisqué mon permis, et depuis ce jour-là, je n'ai pas eu. Demain, j'ai un procès, donc j'ai reçu la convocation la semaine dernière. J'ai appelé l'avocat. Et l'avocate qui était sur mon dossier pour mon justice, donc demain, elle ne sera pas avec moi. Elle m'a laissé un message. Je n'ai pas parlé avec elle, mais elle m'a laissé un message. Elle m'a dit, monsieur Benayad, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Demain, je ne serai pas présente. Je serai à Aix. Et donc, moi, elle m'a laissé qu'est-ce qu'on peut dire, un avocat de permanence.
Mais c'est une procédure de quoi, monsieur? Ça concerne quoi exactement? C'est le pénal ou le civil? C'est le pénal, ça. C'est le civil par rapport à l'alcool au volant, c'est tout. Pardon, par rapport à quoi? L'alcool au volant. Ah d'accord, donc vous allez être jugé par l'alcool au volant, donc c'est la procédure pénale, oui. Oui, ça, c'est le problème. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que demain, si je ne trouve pas un avocat de permanence, comment je fais, moi? Ben, ça dépendra de vos revenus. Si vos revenus vous le permettent, tant que nous donnons l'accord d'avoir un avocat de premier dossier, c'est ce que j'ai le droit, j'ai l'association, c'est ça. Pardon? Parce que je vous entends très mal. L'avocat de premier dossier. Oui. Ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 2 ans que je ne travaille pas, donc mes revenus, ça me permet d'avoir un avocat ou un avocat pour premier dossier. Donc demain, si je me trouve tout seul devant le juge, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Vous avez une convocation devant le tribunal correctionnel, c'est ça? Oui. Et ça fait 2 ans que ça dure, à Marseille? Ils m'ont convoqué le 29 octobre, le 2 octobre 2013. Ils ont perdu mon dossier. J'ai resté créé jusqu'à maintenant. D'accord. Mais de toute façon, en fonction de vos revenus, alors, demain, il y aura un avocat de permanence, d'accord? Vous amenez... Le matin, je me présente direct dans la salle où j'ai été sur mon dossier. Oui. Le numéro de la salle, le truc, j'ai pas l'habitude de voir des trucs de même que ça, sans plus faire, d'accord, mais... Vous êtes à Marseille? Vous êtes à Marseille? Oui. Ben, vous êtes donc convoqué devant le tribunal correctionnel. Vous allez demain matin, vous allez trouver les policiers devant ce tribunal. Vous allez monter, ça doit être probablement le premier étage. D'accord? Et là-bas, vous avez, de toute façon, vous verrez, il y a un greffier de permanence à qui vous allez donner votre nom. Il va vous dire quel avocat qui est présent de permanence demain. Et donc, il vous donnera le nom de l'avocat. Il faudrait que vous apportez votre justificatif, vos justificatifs de revenus, l'avis d'imposition, la CAF. Et là, l'avocat... je lui préparais déjà, c'est compris. Voilà. Et donc, vous montrez ça à l'avocat de permanence et il va vous prendre. Donc, sauf si, donc là, je pense qu'il pourra parfaitement se substituer, vous verrez avec lui, s'il peut déposer immédiatement, étant donné que c'est un autre avocat qui a été désigné, donc il verra ce qu'il peut faire, soit il dépose un dossier d'aide juridictionnelle d'urgence, là, il le remplit, il le dépose sur place, soit il demandera tout simplement, je pense pas que ça vaut le coup de demander. Personnellement, moi, ça me fait peur, si je me présente, si je trouve pas la solution avec l'avocat là, oui. De permanence. Je me présente devant le juge. Je lui donne directement ce cas-là que j'ai passé avec l'avocat et tout ça. Mais vous pouvez passer sans avocat pour ce type de procédure. De toute façon, vous êtes libre. Donc vous allez, comme je l'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais traité des problèmes d'alcool. D'alcool au volant, donc vous allez prendre, enfin théoriquement, si mes souvenirs sont exacts. S'il vous plaît, moi, ça ne fait pas peur par rapport, je ne suis pas un criminel, quoi que ce soit, d'accord, les filles, j'ai fait un accident, j'ai fait un fort, donc, qu'est-ce qu'ils vont m'enlever? Ils m'ont enlevé 6 points. Et vous allez passer pour la condamnation pénale, donc c'est-à-dire le permis, les points c'est une chose, et le tribunal correctionnel c'est autre chose. Donc là vous allez être condamné à la prison avec sursis, et je ne pense pas que vous aurez une amende. Et si vous l'avez, ben c'est pas grave, ce ne sera pas important, enfin ce ne sera pas suffisamment excessif par rapport à vos revenus. D'accord. Voilà, vous pouvez vous présenter, si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez vous défendre tout seul. Mais après, ça veut dire c'est dur de se présenter devant un juge, le greffier, je sais pas, mais je suis devant, je le vois à la télé, mais je me suis présenté la dernière fois quand elles m'ont convoqué en 2013. J'ai resté de 8h jusqu'à 13h. Et après, j'ai parlé avec l'avocate. Comment ça se passe? Je vais rester toute la journée là. Elle me dit, elle m'a posé la question au juge. C'est droit. C'est le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, parfois, on finit à minuit. Hein. Donc, je ne pense pas que ce sera votre cas, mais il faut savoir que parfois, donc, on finit jusqu'à minuit, 1h du matin. Non, c'est pas un correctionnel, ça. C'est le tribunal de police?
C'est votre tribunal correctionnel, hein? Machin, là, c'est la première fois où je veux dire jugé par rapport à ça. Ah, vous avez été jugé, donc vous êtes aux intérêts civils alors là? Non, j'ai jamais fait que juger. Ben alors vous allez être jugé demain. J'ai mon casier tout vierge, moi. J'ai pas de bonne. Oui, mais là il faudra plus vierge puisque vous avez apparemment eu un accident. Oui, ça dépend de demain. Moi, la question que je voulais savoir. Oui. Si demain je prends pas un avocat de permanence, faut que je prépare tout dans la tête pour me défendre tout seul. C'est ça. Chers clients, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عند علي خروف العيد مذبوح. J'espère que le monsieur a très bien compris et c'est pour ça qu'il a rapproché, mais ça y est, c'est bon, c'est fait. Alors on va continuer, maître. Alors, donc, juste une petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, vous savez que devant le tribunal correctionnel, vous avez tous les jours donc un avocat de permanence. Hein, lors des audiences, vous avez un avocat qui est de permanence, qui est là, évidemment, pour assister les personnes qui n'ont pas d'avocat. Donc, cet avocat de permanence, vous pouvez parfaitement faire appel à ses services si, vous pouvez faire appel à ces services deux choses, soit vous relevez de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que vos revenus sont en deçà, c'est-à-dire sous 900 € et peut parfaitement vous prendre à l'aide juridictionnelle, soit vos revenus sont plus importants que 900 € et là vous serez obligé donc de les payer pour qu'il assure votre défense devant le tribunal correctionnel. Mais sachez qu'il y a toujours un avocat de permanence, donc n'hésitez pas à demander au greffier audiencier qui se trouve là, vous savez c'est le monsieur qui sort et qui vous appelle, qui est par votre nom et vérifie si vous êtes là ou pas. Donc celui-là vous indiquera, vous donnera le nom de l'avocat de permanence, il vous le présentera et donc voilà, vous pourrez faire appel évidemment à ces services. Deux choses, soit votre dossier n'est pas assez difficile et donc l'avocat de permanence il va assurer votre défense sur place, soit le dossier est assez compliqué et donc dans ce cas-là l'avocat de permanence et surtout évidemment s'il ne vous prend pas à l'aide juridictionnelle il va demander un renvoi pour mieux assurer votre défense. Voilà, donc c'est un avocat, ce n'est pas un avocat spécial, c'est un avocat qui fait partie du barreau et donc à tour de rôle les avocats du barreau donc sont appelés à faire des permanences en fonction de leur nom de famille, etc. Donc des avocats donc font ces permanences-là, donc il n'y a pas d'avocats qui sont attitrés avocats de permanence ou avocats commis d'office, c'est tout simplement des permanences qui tournent donc et qui sont partagées entre les avocats. Quand on n'est pas disponible, on se fait remplacer et la fois d'après, on demande aux confrères évidemment de prendre notre place tout simplement. Alors les juridictions devant lesquelles évidemment vous avez un avocat de permanence, il y a le tribunal correctionnel, vous avez le tribunal pour enfants, alors sachez que les mineurs ont l'obligation même d'être assistés d'un avocat. Donc il y a toujours là aussi un avocat de permanence pour assurer la défense des mineurs, pour les assister devant leur interrogatoire au jugement devant le tribunal pour enfants. Alors, de tête, vous avez aussi l'avocat de permanence pour ce qui concerne les gardes à vue. Là aussi, si votre avocat ne peut pas se déplacer ou si vous n'avez pas les moyens, donc vous avez des avocats de permanence. Là aussi, c'est un avocat de permanence qui est pris sur la liste, évidemment, qui viendra vous rendre visite et à vous, il vous appartient par la suite de le garder comme avocat ou pas. Donc voilà. Et normalement, c'est des permanences, donc il est payé évidemment par l'État. S'il n'est pas de permanence, que vous faites appel à votre propre avocat, évidemment, il faudra payer. Alors, devant la cour d'appel, ça, c'est... il y a aussi, des avocats de permanence, sauf que cela, il relève du barreau d'Aix-en-Provence pour ce qui concerne notre département, enfin nos deux villes, Aix et Marseille. Donc cela dit, donc je continue, donc j'étais en train de parler du problème des syndics, et donc je disais que les syndics évidemment pratiquement sont totalement libres de faire de mauvaises gestions. On se demande parfois s'ils ne sont pas encouragés d'ailleurs. On voit dans certains arrondissements à Marseille où c'est vraiment pourtant les paiements de loyer sont assurés, les
propriétaires payent leurs charges et évidemment il n'y a aucune contrepartie. Donc le syndic il va vous régulièrement en plus il vous fait, il fait voter évidemment des travaux, on les voit même pas. Vous avez toujours des portes dégradées, vous avez des ascenseurs qui sont dégradés. C'est vrai que les ascenseurs qui sont dégradés, ce n'est peut-être pas la faute du syndic, c'est plutôt le comportement des gens qui bloquent les ascenseurs et qui essayent un petit peu de faire du bruit, de taper sur les ascenseurs. Il y a l'insalubrité, c'est vrai que les gens aussi, malheureusement, certains manquent, il faut le reconnaître, manquent de civisme, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des femmes ou des hommes domestiques qui assurent le ménage, et malheureusement, toujours dans les lieux concernés, évidemment, le personnel n'assure pas ses tâches quotidiennement. Contrairement, par exemple, et c'est là la discrimination, j'ai écrit une fois à la mairie de Marseille, j'ai écrit à la mairie de Marseille en disant qu'elle faisait trop de discrimination par rapport au quartier, et donc effectivement, quand vous n'avez pas le même comportement du personnel qui se trouve dans le 8e arrondissement que dans le 13e arrondissement. Dans le 8e arrondissement de Marseille, donc un côté plus côté, vous allez avoir donc un service qui est fait quotidiennement, on ne voit pas le personnel de nettoyage en train de parler, alors que dans d'autres secteurs, ils passent leur temps à parler. Sur 2 heures de travail, il n'y a que 30 minutes pour certains, évidemment, et ça, c'est le problème, évidemment. Le syndic, parfois, il le sait, parfois, il ne sait pas, mais le plus souvent, les gens, les résidents alertent les syndics. Les syndics ne font rien parce que derrière il y a un problème de clientélisme, parce qu'on ne va pas distribuer le marché de manière légale, on ne va pas faire appel à des offres de marché, mais on va faire venir évidemment de faux offres de marché, on va faire venir les amis, évidemment quand c'est les amis on ne peut pas trop leur demander. Donc du coup vous avez, alors on le voit un petit peu partout, on a vu des personnes qui se plaignent, on a pu écrire à des personnes, pour des personnes, etc. Et donc vous avez pour les mêmes paiements, d'ailleurs il faut constater une chose, c'est que les charges dans les quartiers les plus difficiles sont plus élevées que dans les quartiers les moins difficiles. Et ils tentent de justifier ça, évidemment, par le fait que ces gens-là sont dégradés. Ce n'est pas vrai. Enfin, il y a une partie de vérité, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi un manque, une volonté de laisser faire, une volonté de ne pas respecter les gens qui habitent ces secteurs-là. Et donc, on va donc maintenir cette politique haineuse, cette politique discriminatoire vis-à-vis de ces quartiers-là. Donc on ne peut pas taxer vraiment les gens qui habitent de ces quartiers-là, évidemment, comme on dit, des gens qui ne connaissent ni les lois, ni le respect, ni l'hygiène. Ce n'est pas vrai, c'est une volonté, une politique volontaire des autorités publiques, évidemment, de laisser faire, parce qu'il suffit tout simplement de faire venir régulièrement les services d'hygiène de la mairie, les services de l'ARS, etc., pour voir que les odeurs nauséabondes qui sont dans les immeubles sont incompatibles avec, ne peuvent pas garantir le droit à la sécurité qui est un droit constitutionnel, ne peuvent pas non plus garantir le droit à la santé, pour justement s'assurer, pour s'assurer que justement il y a une faille et obliger ces organismes-là à faire leurs travaux. Alors évidemment des propriétaires, moi je les conçois, ils n'ont plus envie de payer, ils attendent, ils payent plus, ils disent voilà, parce que de toute façon je paye, il n'y a aucune contrepartie, alors je ne fais rien. Et le problème dans ces secteurs-là, c'est que vous avez aussi il y a un laisser-aller de propriétaires qui ne se défendent pas parce que justement ils disent on a beau à se défendre mais ils ne bougent pas, mais le syndic ne bouge pas, et effectivement vous avez toujours des gens, des propriétaires qui sont un petit peu de mèche, entre guillemets, de mèche avec le syndic. Récemment j'ai pu assister à une assemblée générale et j'ai dû personnellement un petit peu m'emporter vis-à-vis de ces personnes, parce que j'avais constaté qu'ils parlaient d'autre chose que des intérêts des locataires, et qu'en plus des immeubles, et qu'en plus non seulement ils leur apportent de l'argent, mais en plus on les insultait parce qu'ils avaient une certaine origine. Donc c'est extrêmement grave pour ces gens-là, et effectivement il n'y a pas de volonté politique de réduire cela, parce que de toute façon c'est la volonté politique de laisser certains endroits se dégrader pour s'en servir le moment des élections, tout simplement. Donc concernant si vous arrivez évidemment
évidemment avec des propriétaires, et ça arrive aussi quelquefois, à vous mettre d'accord. Il faut que vous saisissiez, si vous avez le quorum nécessaire, il faut que vous saisissiez la justice. Vous payez petit à petit, moi je le conseille, je le dis clairement et je l'assume. Moi je fais partie de ceux qui en ont assez un petit peu, qui ne veulent pas qu'on paye sans les contreparties, d'autant plus que les lois françaises disent bien qu'on ne peut pas payer sans qu'il y ait de contrepartie. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez payer juste une petite partie pour que vous n'ayez pas le syndic contre vous, parce que là, il va sauter dessus en disant, si vous la signez en justice, il va dire, ouais, mais moi, je ne peux pas payer, je ne peux pas faire de travaux parce qu'il ne me paye pas. Donc, payez toujours une partie, mais assignez le syndic en justice. Et la meilleure, surtout quand il s'agit d'insalubrité, c'est toujours de demander la désignation d'expert. Il ne faut pas aller directement vers la condamnation, vers les parce qu'il n'a pas fait ceci, n'a pas. Demandez toujours la désignation d'un expert immobilier. Et vous allez voir qu'avec un expert immobilier, justement, les choses vont être autrement. Donc, il faut faire très attention lorsque vous allez faire une demande en justice, de bien cibler votre demande juridique. Il ne faut pas se tromper. Si vous demandez au juge de ne pas payer, de lui dire, vous demandez au juge de constater que vous êtes en droit de ne pas payer parce que le syndic ne fait pas ceci, cela, là, vous trompez de débat. Le syndic est parfaitement en droit de vous faire condamner en justice. Justement, il va se retourner contre vous et vous allez être condamné à votre tour parce que votre demande est mal fondée. C'est plutôt, vous allez vers un référé expertise immobilière et là, vous demandez au juge si les travaux, les sommes que vous payez en tant que propriétaire, évidemment, trouvent leur contrepartie dans le travail du syndic. D'accord. Et vous pouvez aussi faire appel aussi, alors là, à des associations, mais surtout bougez vous-même, parce que c'est vrai qu'on a toujours des propriétaires qui sont complètement démunis, qui agissent seuls. Et la responsabilité, à la fin, elle incombe à tous. La dégradation d'un immeuble, c'est l'immeuble qui appartient à tous. Donc, si un bien est dégradé, surtout qu'aujourd'hui, posséder un bien en France, c'est devenu quelque chose de plus en plus rare. Donc, c'est très bien d'avoir son bien. Donc il faut se battre pour son bien. Et il faut monter un collectif de propriétaires pour justement défendre vos droits. Et c'est vrai que vous allez toujours trouver, comme je vous le disais, des personnes qui travaillent avec les syndics parce que, et je peux le dire parce que j'ai pu l'apercevoir toute seule, enfin j'ai pu le constater. D'ailleurs, j'ai fait appel à un journaliste récemment pour écrire un article par rapport à ça. Et parce que justement, vous avez toujours des propriétaires qui sont de mèche. Parce que les propriétaires, d'autant plus que eux, ils ne vivent pas dans l'immeuble, donc ils se rendent compte de la réalité des choses. Alors si vous êtes par contre, si vous êtes propriétaire, vous pouvez demander évidemment l'expertise immobilière. Vous pouvez aussi demander à consigner le montant des charges auprès de tel organisme que désignera le juge en attendant évidemment que le syndic fasse ses travaux. N'hésitez pas aussi, alors là parce que ça concerne surtout notre ville, saisissez surtout le service des impôts pour des contrôles fiscaux parce qu'il n'y a absolument pas de contrepartie. Il y a des endroits où on a des travaux fictifs. Alors on a poursuivi des présidents de la République, des personnalités pour des travaux fictifs. Or qu'ils existent ici à Marseille, on a des travaux fictifs par rapport à certains syndics. Donc il y en a qui travaillent très bien. Il y a des syndics effectivement quand on voit, je vous disais, vous allez vers le 8e arrondissement de Marseille, vous allez vers d'autres endroits, ils travaillent vraiment bien fait. Donc ils respectent ces gens-là, mais il y a d'autres syndics qui sont toujours d'ailleurs les mêmes et on a du mal à les délocaliser parce qu'il y a une politique extrêmement difficile parce qu'ils sont soutenus. Donc eux, ils ne bougeront pas pendant des années et des années et donc évidemment à la fin les propriétaires craquent. Donc vous pouvez aussi en tant que locataire saisir aussi la justice pour demander à consigner aussi le montant du loyer tant que les travaux n'ont pas été faits. Alors vous saisissez bien sûr le service d'hygiène et de sécurité de la ville, mais là je vous disais j'ai été extrêmement surprise il y a 2 jours de voir évidemment la ville de Marseille évidemment lever un arrêté de péril alors que l'appartement, ça concernait des personnes âgées et qui était évidemment l'appartement était dans une situation inadmissible.
Donc voilà, en gros, concernant les syndics, c'est vrai que le combat est extrêmement difficile, surtout quand il y a des quorums assez importants qui sont demandés, mais il faut continuer le débat, il faut vous rassembler s'il faut avec d'autres propriétaires par ailleurs, créer des associations s'il le faut, et vous défendez vos droits. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, et il faut écrire partout. Je pense qu'aussi, il ne faut pas hésiter par rapport à certaines personnes de déposer plainte pour abus de confiance, pour escroquerie, etc. Et là, vous allez voir, quand les services du procureur vont se mettre un petit peu à fouiller un petit peu dans les finances, eh bien, les choses vont se passer autrement. Mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile de nos jours de mener un combat contre le syndic, et je vous dis, évidemment, on le voit à travers les décisions de justice, à travers les autorités publiques. Ce sont des organismes qui sont très défendus. De toute façon, tout ce qui est poids financier, c'est toujours très bien défendu, très bien protégé. Donc, il ne faut pas, en tout cas, se laisser avoir par cette attitude. Donc les syndics, voilà, je crois que j'ai dit un petit peu en gros, j'essaierai de faire une émission sur les problèmes, évidemment, et surtout un petit peu de manière précise sur les textes qui concernent les syndics, les propriétaires, les locataires, etc. C'est énorme, mais je pense qu'une émission par rapport à ça est obligatoire. Je vais essayer de répondre à une ou deux questions qui m'ont été posées par mail concernant le bail, l'accord verbal d'un propriétaire. Vous avez par exemple un propriétaire qui vous dit, bon ben, je vous laisse, évidemment, je vous loue l'appartement. Je vous loue l'appartement, mais qui ne vous fait pas de bail. Normalement, c'est de sa responsabilité au propriétaire de vous faire un bail. Le bail est obligatoire, et surtout lorsque vous êtes locataire, vous avez tout intérêt à avoir un bail, parce qu'à tout moment, le propriétaire, évidemment, pourra en tout cas saisir la justice, vous assigner en justice pour expulsion, pour occupation sans droit ni titre. Donc vous êtes dans l'obligation en tant que locataire de réclamer ce bail. Et si jamais le contrat de bail, le propriétaire ne vous le fournit pas, surtout ne vous laissez pas avoir, comme on le voit régulièrement, de payer en espèces. Il ne faut absolument pas payer en espèces. Vous laissez toujours un chèque, que le propriétaire l'encaisse ou ne l'encaisse pas, il faut le faire ce chèque, vous l'envoyez en recommandé s'il le faut, vous faites une photocopie, d'accord, parce qu'il peut toujours prétendre qu'il ne l'a pas reçu, que vous n'avez jamais cherché à le payer, donc il faut absolument faire une photocopie, l'envoyer ses besoins par recommandé ou un courrier en disant monsieur je vous prie de bien, madame monsieur je vous prie de bien vouloir trouver ci joint le chèque correspondant au loyer de tel mois. D'accord, mais il faut toujours, surtout quand vous êtes un locataire, donc sans bail, il faut toujours laisser donc un écrit, ou en tout cas vous payez par chèque, et le propriétaire, normalement, évidemment, est obligé de vous donner une quittance de loyer. Sachez que le propriétaire est il n'est pas forcément dans l'obligation, on va dire, sur le plan légal, mais vaut mieux aussi, il a tout intérêt, lui aussi, à produire une quittance de loyer, et surtout lorsqu'elle lui est demandée, parce que lui aussi, je veux dire, il peut être aussi, on peut aussi lui reprocher, surtout si le locataire prend soin à chaque fois d'envoyer ses chèques par recommandé, le propriétaire peut être évidemment mis en cause si jamais évidemment il ne donne pas de quittance de loyer. Donc je pense avoir répondu à la question donc du bail. Donc le bail est obligatoire puisqu'il est prévu par la loi de 6 juillet 1989. Et si pour vous locataires, en tout cas il faut savoir, vous pouvez toujours vous revendiquer du bail verbal. Il existe, il a été reconnu par la jurisprudence, mais il vaut mieux avoir un bail écrit. Et pour tout ce qui est et pour le propriétaire, évidemment, vous n'avez aucun droit si vous n'avez pas de bail. Alors la deuxième question qui m'a été posée, c'est la question concernant la donation de l'argent aux enfants. Alors est-ce qu'il faut laisser un écrit ou pas ? Alors, il faut savoir qu'il y a un formulaire que vous pouvez trouver sur www.impôt.gouv. Et donc là,
vous pouvez parfaitement donc, télécharger ce document pour vous remplir l'imprimer dedans manuel que vous allez déposer au centre des impôts. Donc il vaut mieux déposer au centre des impôts et c'est totalement gratuit, vous n'avez même pas besoin de notaire. Alors si la somme, donc là vous pouvez le faire juste pratiquement, on retient la somme de 10 000 et 15 000 euros. Si la somme est beaucoup plus importante, il vaut mieux dans ce cas-là passer par un notaire. Mais il faut savoir que vous pouvez parfaitement faire vous-même une déclaration simple, donc un imprimé simple de don manuel que vous faites à votre maman, à votre enfant. Vous n'êtes pas obligé, de passer par le notaire. Autre question qu'on m'a posée aussi, alors qu'on voit souvent arriver, c'est celle qui est relative au titre de séjour, bien sûr. Alors, titre de séjour, c'est les faux titres de séjour. Les faux titres de séjour, vous savez qu'il y a malheureusement des personnes qui sont très mal conseillées. On leur demande d'aller acheter un faux titre de séjour. Or, on sait très bien que régulièrement, on ne démantèle pas du jour au lendemain donc un trafic de faux papiers, de faux titres de séjour, mais ça prend des mois, voire des années. Il faut arriver par les services enquêteurs. Ils ne vont pas arrêter le premier venu. Ils vont essayer de monter jusqu'au réseau. Et donc régulièrement, ça prend des années avant d'arriver jusqu'à la tête de réseau. Donc vous avez entendu récemment, il y a 2 mois, me semble-t-il, il y avait un réseau qui avait été démantelé ici à Marseille. Donc il y a régulièrement, donc il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de contrôle, c'est tout simplement, ça prend des années et des années pour arriver jusqu'à la tête du cerveau, parce que ils sont tellement bien organisés, ceux qui font qui établissent de faux documents, donc ils se protègent parfaitement bien, et donc, évidemment, on ne les arrête pas du jour au lendemain. Donc ceux qui achètent le titre de séjour, et le plus souvent à la demande et sur conseil de leurs amis, bien entendu, ne connaissent pas donc cette situation. Ils pensent que parce qu'on vend les titres de séjour, c'est que ça se fait et on n'arrête personne. Non, c'est pas qu'on n'arrête personne, c'est tout simplement, ça prend des années pour arriver jusqu'au cerveau, jusqu'au ce qu'on appelle le cerveau, pardon. Donc, il faut vraiment être méfiant par rapport à ça. Donc, il faut essayer de ne pas rentrer dans ce domaine-là, d'accord? D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui a été parfaitement claire, qui est connue de tous, c'est que les années que vous allez passer avec un faux titre de séjour, évidemment, ne sont pas comptées parmi les années que vous avez passées en France. Si un jour, par exemple, vous allez demander, comme on voit souvent des personnes demander un titre de séjour sur une présence continue en France depuis 10 ans, ils vont évidemment compter les années qu'ils ont passées avec le titre de séjour. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas pris en compte. Le Conseil d'État, qui est le supérieur, si vous voulez, en haut de la hiérarchie judiciaire, après le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, donc a dit que les faux titres de séjour, les périodes passées avec un faux titre de séjour, ne doivent pas être décomptés. C'est-à-dire, si vous avez passé 3 ans avec un faux titre de séjour et que vous pensez avoir passé 10 ans, eh bien la préfecture, elle va vous renvoyer gentiment chez vous en vous disant, madame, monsieur, vous n'avez pas 10 ans parce que vous avez passé 3 ans avec un faux titre de séjour. Et là, vous allez être confronté à une autre difficulté qui est évidemment le rejet, donc l'obligation de quitter le territoire. Donc, il faut faire très attention. Par rapport à la situation qu'on me pose aussi, la question qu'on me pose souvent et pas plus tard que ce matin, il faut savoir aussi qu'avec un titre de séjour européen, vous avez parfaitement le droit de travailler en France. Alors, on a souvent recours, alors je connais le cas, je connais des personnes qui ont des titres de séjour italiens, d'autres qui ont des titres de séjour espagnols, et qui ne veulent, évidemment, ils ne vont pas utiliser cette possibilité pour essayer de régulariser leur titre de séjour, eh bien non, ils vont acheter d'autres titres de séjour et ils vont voyager avec jusqu'à ce qu'ils se fassent arrêter, et ça, on le voit régulièrement. Donc, il faut savoir tout simplement que si vous avez un titre de séjour italien ou espagnol, vous avez parfaitement le droit de demander un titre de séjour ici en France. Alors, il y a plusieurs titres de séjour que vous avez le droit de demander. Donc, si par exemple, vous avez un titre, d'abord, il faut arriver en France, il faut déclarer sa présence en France pendant 3 mois maximum. D'accord ? Vous avez 3 mois quand vous arrivez en France pour déclarer votre présence sur le territoire français.
Donc là, il faut vous rapprocher un petit peu de la mairie du lieu de résidence pour voir un petit peu le formulaire à remplir pour déclarer votre résidence en France, en précisant que vous êtes bien donc une personne étrangère qui a un titre de séjour italien par exemple et que vous venez vous installer, en tout cas pour l'instant vous rentrez en France. Et vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un titre de séjour visiteur. Vous venez voir un membre de votre famille, vous avez droit à un titre de séjour d'une année. Vous venez voir, par exemple, il y a aussi le titre de séjour qu'on appelle compétences et talents, que là aussi vous pouvez demander à la préfecture. Et le troisième m'échappe un petit peu, vous avez un troisième type de séjour, il me semble, sauf erreur de ma part en tout cas. Vous avez la possibilité, là il faut vous rapprocher donc d'un avocat qui va vous citer les différents titres de séjour qui sont contenus, sauf erreur de ma part, dans l'article L314.4.1 du Code d'entrée et de séjour des étrangers. Donc il va vous donner donc les différents titres de séjour auxquels vous avez droit en tant qu'étranger qui a un titre de séjour européen. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, si vous avez envie de travailler ici en France, vous avez la possibilité évidemment de vous rendre dans une entreprise et de lui proposer de chercher du travail. Et si cette entreprise accepte de vous employer, elle a tout simplement une demande d'autorisation préalable à formuler auprès de la direction départementale du travail. D'accord ? Donc, il y a vraiment des possibilités pour pouvoir travailler en France avec un titre de séjour qui a été délivré par un État européen. Donc, moi, souvent, j'entends des personnes qui me disent « je n'ai pas le droit ». Si, vous avez le droit, si vous remplissez les conditions, vous avez parfaitement le droit. Et surtout, alors là aussi, en matière de travail, vous avez parfaitement le droit. Il suffit tout simplement que votre employeur puisse faire une petite lettre de motivation en disant qu'il a besoin de vous, qu'il explique sa situation, etc. Ils vont vous prendre. Je dis ça, pourquoi une petite explication? Pour la bonne et simple raison, c'est que le titre de séjour qui est accordé sur le fondement du travail, eh bien, normalement, on doit l'attribuer pour certains emplois en France. Mais avec une motivation de l'employeur, on peut parfaitement, évidemment, demander un titre de séjour. Et donc là, vous allez avoir un titre de séjour parfaitement régulier, plutôt que d'aller le courir. Et comme j'ai pu voir, des titres espagnols, en parallèle avec le faux titre de séjour français ou italien. Donc là, vous vous mettez dans des conditions extrêmement difficiles et surtout parce que ces personnes qui arrivent en France, qui sont dans un état de détresse totale parce qu'ils ne connaissent rien, donc ils vont être mal guidés par leurs amis ou leur famille qui vont leur conseiller ce type de situation. C'est inadmissible, c'est même impardonnable. On ne peut pas induire comme ça des gens dans la détresse à leur compliquer évidemment leur vie. Je crois qu'on a un appel, Richard. Oui, c'est ça, oui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, voilà. Moi, je pose la question, c'est la même chose. Je voudrais savoir, pour les personnes qui ont l'aide médicale, est-ce qu'ils ont le droit de travailler ou pas? Pardon? Les personnes qui ont l'aide médicale. C'est quoi l'aide médicale? La sécurité sociale et tout. L'aide médicale, tout simplement, c'est-à-dire l'équivalent de la sécurité sociale pour les étrangers, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas un titre de séjour, c'est juste parce qu'il y a le droit en France, le droit à la santé est un droit constitutionnel, et que donc les personnes en situation irrégulière, donc on leur permet tout simplement de bénéficier des aides pour avoir des soins. Donc en aucun cas ce n'est un titre de séjour, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, moi, comme je vais accompagner une personne demain, comme il n'a que l'aide médicale, plus voilà, elle m'a dit la sécurité sociale. On va être coupé par une page publicitaire. On va être coupé par la pub. Si vous voulez, vous restez en ligne. Ok, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Vous faire état des difficultés que vous avez rencontrées lors de ces préparations, en tout cas pour l'inscription sur les listes électorales. Je vous invite évidemment à écrire à Lizzie à Tunis pour lui faire part de ces difficultés et évidemment du bafouement des lois et surtout de l'application des lois selon évidemment, je me permets
de dire tout simplement selon la tête du client. Effectivement, ce sont des choses qui n'ont pas changé malheureusement au niveau de cette administration tunisienne. Donc là, il y a des textes qui sont écrits. Pendant cette inscription sur les listes électorales, on a vu certains inventer des textes. On a vu certains effectivement se voir opposer des inscriptions selon l'invention des textes de certains. Donc c'est bon donc de saisir ici aussi, même en dehors de toute procédure, de saisir l'ISI et de lui faire part de vos difficultés, puisque là c'est un bafouement total des droits des futurs candidats, droits qui n'ont pas été respectés, surtout n'ont pas été appliqués de manière égale. Il y a une discrimination totale. Alors c'est vrai que au niveau de la radio, on parle souvent de discrimination. En tout cas, je suis l'une des battantes de la discrimination et du racisme, de l'islamophobie. Et c'est vrai que quand c'est trop facile, donc je me permets de dire, c'est vrai quand on se permet d'attaquer, il faudrait aussi qu'on se permet aussi d'attaquer nos propres États lorsqu'ils n'appliquent pas les règles relatives à l'égalité et au principe d'égalité entre les citoyens. Et donc le principe d'égalité des citoyens, la violation de la Constitution tunisienne a été parfaitement constatée durant cette campagne, durant ces inscriptions. Il y a donc, alors d'autant plus que bon, je suis une battante et surtout une combattante de la discrimination. J'ai été saisie par des personnes récemment qui me disaient que ils se sont vus refuser aussi l'inscription en tête de liste par leur parti politique parce qu'ils n'étaient pas de telle ou telle région. C'est quand même extrêmement grave de voir ça, alors même qu'on vit en France, alors même que nous sommes, nous, en tant que communauté, donc victimes du racisme, et que en plus, on applique cette discrimination vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire vis-à-vis de notre région, de nos régions, pardon. Donc, on a vu de la discrimination. Donc, ces discriminations ne sont pas établies, ne sont pas, en tout cas, sont totalement contestables. Vous pouvez parfaitement saisir, alors sur un autre plan, évidemment, les partis politiques pour des questions de discrimination et d'atteinte à la dignité lorsque le parti politique vous a refusé l'inscription parce que l'inscription en tête de liste parce que vous êtes de telle ou telle région ou pas d'une autre. Donc le racisme aussi malheureusement dans nos pays est flagrant, il faut aussi le combattre et notre tâche est d'autant donc est très ardue par rapport à ça parce que on est obligé de nous battre dans un pays dans lequel on vit avec où on se lève et on se couche avec les discriminations et malheureusement on a ces mêmes problèmes dans nos propres pays, donc il ne faut absolument pas se laisser faire. Il faut combattre toute forme de discrimination d'où qu'elle vienne. Donc là, n'hésitez pas donc à poursuivre les partis politiques pour discrimination, pour surtout atteinte à la dignité, bien sûr. Le fait d'être du nord ou du sud en Tunisie, je ne vois pas où est la différence, d'accord. Il y a aussi par rapport à tout ce qui a été traitement des listes électorales, il y a une inégalité parfaite qui a été constatée au niveau de la France et surtout une manière différente d'avoir traité donc les listes entre le nord et le sud, c'est-à-dire entre Paris et Marseille. Donc là, on reste toujours, hein, je préviens ceux qui vont vite appeler la radio pour dire qu'on fait de politique. Je ne fais pas de politique, je fais du droit. Hein, je fais bien du droit là, j'attire l'attention sur les gens il y a eu de la discrimination au niveau de l'inscription sur les listes électorales tunisiennes, il y a eu beaucoup de bafouements, il y a eu beaucoup d'inégalités et ces inégalités ont été constatées jusqu'à évidemment jusqu'à l'ouverture de comptes bancaires, mais cela j'en parlerai plutôt sur le plan politique. Là je reste sur le plan du droit, donc il est inutile de prendre le téléphone et d'appeler, on reste parfaitement sur le plan du droit, avec la précision toutefois que il est du droit de chaque individu, notamment dans ce type
dans ce type d'événement. C'est le droit, je dirais même l'obligation pour une banque d'ouvrir un compte bancaire, d'autant plus qu'il s'agit là de citoyens tunisiens et qu'il s'agissait de l'argent tunisien qui devait rentrer sur les comptes bancaires de Tunisiens. Donc il y avait une obligation pour les banques d'ouvrir les comptes. Et là, malheureusement, plusieurs listes électorales ici à Marseille, je ne sais pas ce qu'il en est de Paris, mais à Marseille, beaucoup de listes électorales ont été victimes de discrimination et d'inégalité, évidemment. Nous allons faire évidemment un recours devant évidemment alors je ne peux pas dire un recours devant la justice tunisienne parce que c'est un peu compliqué, mais on va faire un recours plutôt devant les médias et on va appeler les Tunisiens évidemment à juger d'eux-mêmes, mais cette inégalité qui a été constatée dans le traitement est inadmissible, surtout que nous on passe notre temps ici en France à combattre le racisme, à combattre l'islamophobie, à combattre toutes les discrimination sous toutes leurs formes. Ça, c'est le côté juridique, j'en ai terminé et je l'ai dit brièvement. On en reparlera d'une autre manière, politiquement, donc... ce n'est pas la peine, je vous le répète, ce n'est pas la peine d'appeler la radio, c'est du droit. Si vous ne savez pas, je m'adresse, excusez-moi, que les auditeurs qui ont l'habitude de m'écouter, donc savent très bien que je suis, mais je m'adresse aux autres. Donc ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui ne savent pas faire la distinction entre la politique et le juridique, je pense que ce n'est pas la peine d'appeler la radio, parce que là je viens de faire du juridique. Voilà. Merci Richard, merci à tous nos auditeurs, et on vous donne rendez-vous évidemment pour la semaine prochaine, même heure, même antenne, bien entendu. Merci Maître Matteli qui était avec vous, bien sûr, sur Radio Gazelle Marseille. Je vous rappelle l'émission qui passe tous les dimanches, tous les mercredis de 17h à 19h, bien sûr.